Sans filtre, le podcast de la finance engagée par Ecofi avec les acteurs de la finance responsable. Bienvenue dans l'épisode 4, tracer et mesurer son impact. Bonjour, Olivia Blanchard, présidente et cofondatrice des acteurs de la finance responsable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Claire Martinetto, présidente du directoire d'Ecofi. Bonjour Claire. Bonjour Olivia. Alors Claire, j'aimerais parler avec vous de traçabilité et d'impact. Effectivement, l'impact, on le voit partout, si bien même qu'on parle maintenant d'impact washing. Alors, est-ce que vous êtes prête à répondre à toutes mes questions sans filtre ? Toujours, le sans filtre, c'est un peu ma signature. Parfait, alors on va commencer tout de suite. Effectivement, comme je le disais, on parle beaucoup d'impact. On le met un peu à toutes les sauces. Mais l'impact, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que cela apporte de plus ? Alors, en mots simples, avoir de l'impact, c'est d'abord être utile. Donc, en tant qu'investisseur, cela revient à s'assurer que son argent est utile au niveau environnemental ou au niveau social. Donc ça, c'est la version simple. En langage d'investisseur responsable, on caractérise l'impact autour de 3 critères. L'intentionnalité, l'additionnalité et la mesurabilité. L'intentionnalité, c'est investir avec pour objectif explicite de répondre à un enjeu de développement durable. L'additionnalité, c'est quel impact positif l'investissement réalisé a permis de générer. Pour en avoir une idée, il faut répondre à la question « Qu'est-ce qu'il se serait produit si je n'avais pas été là pour investir ?» Et pour finir, le dernier critère, c'est la mesurabilité qui repose sur la formulation d'objectifs d'impact sociaux ou environnementaux et un suivi des résultats obtenus au travers d'un processus d'évaluation continue. Parfait, alors ça effectivement c'est la théorie, donc merci beaucoup pour toutes ces définitions. Mais concrètement, est-ce qu'on peut avoir de l'impact pour les investissements cotés ? Comment est-ce que vous traitez ça chez Ecofi ? Alors effectivement, il faut distinguer le coté et le non coté. Sur le coté, notre démarche ISR permet de choisir les entreprises les plus vertueuses, qui passent toutes les étapes de notre démarche particulièrement exigeante. Donc côté intentionnalité, c'est OK. Nous avons également des fonds à thématiques ciblées et pour cela, c'est encore plus simple puisque les entreprises sont toutes choisies avec un objectif clair d'impact environnemental ou social. Je pense notamment au secteur des énergies renouvelables ou à certains matériaux indispensables à la transition énergétique. Pour la mesure, elle est à la fois ex-ante, car certains critères de notre processus ISR sont quantitatifs comme l'intensité carbone, et ex-post, au travers de nos reportings d'impact très complets qui comprennent des indicateurs en matière d'environnement, social, droits de l'homme, gouvernance, intensité carbone, alignement des portefeuilles avec la taxonomie verte et les ODD. Il reste l'additionnalité, que j'ai volontairement gardé pour la fin. Sur le côté, on ne va pas se mentir, c'est franchement difficile à démontrer parce qu'une entreprise peut trouver facilement un autre investisseur sans intention particulière pour la financer. Sauf peut-être pour les fonds très thématiques, mais et encore, c'est pas si simple concrètement. Donc sur ce critère, il faut rester humble et faire preuve de pragmatisme. Donc notre façon d'aborder l'additionnalité chez Ecofi, c'est avant tout au travers de notre engagement actionnarial, les nombreux dialogues avec les entreprises que nous finançons et notre politique de vote engagée. Nous avons même mis en place cette année une méthodologie propriétaire d'analyse de nos dialogues individuels basée sur la qualité de ces interactions, sur les informations reçues et sur l'engagement des entreprises concernant les axes d'amélioration qu'Ecofi leur soumet. Sur le non-coté et en particulier sur le solidaire, que nous faisons beaucoup chez Ecofi, l'additionnalité, c'est une évidence. Merci beaucoup pour ces précisions. Maintenant, vous avez également parlé de finance solidaire et vous parlez de cette évidence dans la finance solidaire. Alors, est-ce qu'il y a des réserves ou pas ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors pour le coup, c'est un grand non. Aucune réserve sur la finance solidaire. C'est la finance de l'économie réelle, de la vraie vie et de l'impact au coin de la rue. Sur les investissements solidaires, l'intentionnalité coule de source et l'additionnalité ne se discute pas. Elle est financière et extra-financière. Financière parce qu'il y a peu ou pas d'investisseurs à des conditions de taux très avantageuses et sans demande de garantie qui plus est. Donc concrètement, si nous ne sommes pas là, le projet ne se fait juste pas. Et extra-financière, car les investissements solidaires ont systématiquement des impacts sociaux et ou environnementaux. C'est même dans la définition d'un investissement solidaire, à vrai dire. Et côté mesurabilité, chaque projet a ses propres indicateurs d'impact qui sont mesurés annuellement. À titre d'exemple, grâce à nos investissements solidaires en synthèse, on a plus de 50 000 salariés qui sont actuellement en insertion, avec 60% de sorties dynamiques vers un emploi durable ou de transition. 228 références issues du commerce équitable ont été produites ou distribuées.
et plus de 36 000 hectares ont été préservés. Je m'arrête là car ce serait trop long. Alors je comprends que la finance solidaire, finalement, c'est très riche. Pourtant, c'est souvent considéré comme le parent pauvre de la finance. Alors comment est-ce que finalement on peut concilier rentabilité et sens ? Alors c'est vrai que c'est une classe d'actifs dans laquelle la recherche de rentabilité passe après. C'est d'abord le sens qui justifie les investissements et l'impact. Cela étant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à la rentabilité. D'abord, chaque dossier fait l'objet d'une analyse approfondie. Bien sûr, on est des financiers vertueux, mais soucieux quand même de la viabilité des projets. Et on a même quelques belles histoires. Et ensuite, nos investissements solidaires sont très présents dans nos fonds 90-10, qui ont été remis au goût du jour par la loi Pacte. Dans ces fonds, les investissements solidaires représentent de 5 à 10%. Donc il reste minimum 90% d'actifs cotés, investis sur des moteurs de performance certes engagés, mais plus traditionnels, qui permettent de générer de la performance et d'équilibrer l'équation. Alors justement, vous nous dites que vous avez des belles histoires à raconter sur des entreprises qui ont un impact social ou environnemental. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Le premier exemple, c'est WeMove. Alors, WeMove, c'est une structure de covoiturage à l'origine, organisée par l'Université de Nanterre au moment des grèves de 1995. Maintenant, leur objectif, c'est de répondre aux problèmes de mobilité des personnes les plus modestes dans le cadre de leur recherche d'emploi, leur accès à une formation ou à leur lieu de travail. Et WeMove, maintenant, c'est une équipe de 250 professionnels qui fait partie du groupe SOS et ça marche. J'ai un deuxième exemple, qui est un exemple gourmand que j'aime beaucoup, c'est une success story et c'est Etikable. Etikable, je pense que beaucoup de gens connaissent. Ecofi et le Crédit Coopératif d'ailleurs ont financé Etikable depuis leur début. Etikable, c'est donc une SCOP qui est basée dans le Gers, qui est spécialisée dans le commerce équitable. En 2007, c'était 30 salariés, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, seulement du café et du chocolat issus du commerce équitable, et nos sous servaient avant tout à financer leurs besoins en fonds de roulement. Aujourd'hui, tout a été multiplié, notre financement par 10, Etikable par 5, avec 150 salariés dans plusieurs pays d'Europe, 75 millions de chiffres d'affaires et des centaines de références de produits, une chocolaterie qui a été créée à Fleurance, dans le Gers, et qui a créé beaucoup d'emplois au niveau local. Et je vais me permettre un dernier exemple, qui est encore trop jeune et en pleine expansion pour être rentable ou qualifié de success story, mais je l'aime trop et je pense que ça touche beaucoup d'entre nous. Il s'agit de Tom et Josette. Tom et Josette gèrent des micro-crèches dans des EHPAD, des résidences seniors ou des bailleurs sociaux. L'idée, c'est de faire grandir les enfants dans un environnement propice à l'apprentissage, à l'ouverture de l'autre, tout en voulant changer le regard que nous portons sur nos aînés et les établissements qui les accueillent. Le double effet qui se coule, c'est l'impact des enfants sur les seniors, sachant que 40% des résidents en EHPAD seraient en dépression, tout en créant des places de crèche alors qu'on en manque beaucoup en France, 350 000 environ. Donc affaire à suivre, nous, on y croit beaucoup. Merci beaucoup Claire pour tous ces exemples qui donnent du baume au cœur et je vous remercie infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions sans filtre. Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Ceci est une communication publicitaire non contractuelle. Les analyses mentionnées représentent le point de vue d'Ecofi. Elles sont émises à la date d'enregistrement et sont susceptibles d'évoluer. Les documents d'information sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi ou sur notre site internet.